Bonsoir à tous. Ce soir, on va rentrer dans une thématique un peu spéciale. C'est un modèle que nous proposons sur la base de différents modèles, et je vais vous montrer les sources tout à l'heure. Un modèle pour parler des compositions temporelles de soi, les compositions temporelles de l'identité, de la personnalité, des termes qui peuvent être très discutables, qui peuvent avoir des sens multiples. Et nous avons choisi de nommer ce cours les compositions temporelles de « je ». Nous avions parlé l'année dernière dans le cours sur Assagioli de l'idée d'un « je » et non pas de dire « le je ». Donc je vous renverrai à ce point de vue qui est hérité de Assagioli. Ça laisse aussi un peu de paradoxe de dire les compositions temporelles de « je ». On se dit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant de prime abord. Et on va essayer de regarder ensemble, est-ce que le « je », est-ce que la fonction, le processus qui dit « je », qui dit tout le temps « c'est moi » même quand nous changeons, est-ce que cette fonction, ce processus, pourrait avoir des composantes temporelles, pourrait avoir de multiples composantes existantes dans différentes temporalités, du moins subjectives? Eh bien, après avoir étudié un peu la question, la réponse nous semble être oui. Et nous allons essayer de regarder comment tout cela peut s'articuler. Avant de vous donner le plan du cours, je voulais adresser quelques remerciements aux personnes qui ont aidé à la préparation de ce cours. Un cours un peu complexe et que j'ai essayé de rendre le plus accessible possible. Tout d'abord, Pierre-Alain Pérez pour ses points de vue très intéressants sur comment différents types de corps peuvent exister dans le temps. Notre ami psychiatre et phénoménologue Peter Shook, dont le regard sur la phénoménologie nous a aussi bien aidés. Pauline, et je te l'avais déjà adressé, puisque c'est dans tes études, notamment sur le travail d'Isabelle Padovani, que ça nous a inspiré à aller creuser un peu cette question. Antoine, je te l'ai dit aussi, Antoine qui a fait un gros travail avec moi sur les aspects sémantiques de ce cours, et vous allez voir que parfois, eh bien, pour des concepts nouveaux, nous sommes un peu pas toujours très à l'aise pour choisir des mots, pour les expliquer, et on a passé du temps, Antoine et moi, pour essayer d'être le plus précis possible et d'éviter les quiproquos, d'éviter aussi de trop synthétiser pour à la fois avoir un mot où il n'y aurait que toi et moi qui comprendrions ce que nous racontons en fait. Et je voulais aussi adresser un remerciement à Isabelle Padovani, si un jour vous jetez un œil à cette vidéo, pour la précision et la justesse de ces, pourrions dire, de ces enseignements ou de ces cours, de ces points de vue qui ont été très éclairants pour nous pour construire ce cours. Donc, le plan du cours. Dans le cours d'aujourd'hui, on va regarder deux parties. Une première partie pour montrer qu'est-ce qui nous amène vers un modèle temporel des composantes de « je ». L'année dernière, nous avions montré un ensemble de points de vue sur des sous-personnalités. On n'a pas trop parlé du temps et on va essayer de montrer, dans cette première partie, l'ensemble des sources qui s'agencent pour montrer un modèle temporel de composantes du jeu. Dans une deuxième partie, on va rentrer dans ce modèle. Donc, je vous l'ai préparé avec des petits schémas, des petites illustrations, pour vous montrer comment, comment on pourrait dire, il existe une composition à la fois dynamique, c'est-à-dire changeante, et une composition multitemporelle, c'est-à-dire des parties dans différentes temporalités à l'intérieur de notre identité, de notre personnalité, de notre psyché. Dans une deuxième partie, on va regarder un peu comment fonctionne ce système entre des identités passées, les systèmes de protection, de défense ou de survie, et comment ça forme des systèmes qui se mettent en lien avec le jeu. Dans un troisième temps de cette deuxième partie, on regardera qu'est-ce qui se passe quand on fait des régressions spontanées et est-ce qu'il y a, au moment où nous faisons des régressions spontanées, des agents multiples? Eh bien, il me semble que oui, on va regarder un peu cette question-là. Enfin, dans les deux derniers temps de cette deuxième partie, nous regarderons, en ericksonien que nous sommes, nous regarderons comment existent des ressources disponibles dans ces composantes temporelles de notre identité et on verra enfin, bien sûr, les perspectives en accompagnement. Dans le deuxième cours, dans 15 jours, nous regarderons dans un premier temps une extension du modèle. Donc si aujourd'hui il vous semble un peu costaud, dans 2 semaines on ira encore plus loin. Et on regardera au niveau technique, qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces points de vue en accompagnement. Vous êtes prêts ? Donc dans un premier temps, on parle ici de composition temporelle du jeu. C'est un modèle nouveau que nous essayons de synthétiser et je vais vous montrer sur quoi on s'appuie. Tout d'abord, dans les 50 dernières années, nous en avons longuement parlé depuis 2 ans de cours d'hypnologie, dans les 50 dernières années, on voit différents types de modèles psychologiques modernes ou différents types de modèles d'accompagnement modernes. Et on a déjà parlé de la différenciation qu'on peut faire entre la psychologie, la thérapie et l'accompagnement, comment ça se mélange, comment ça se distingue aussi. Dans ces pratiques émergentes, dans ces techniques et ces points de vue émergents qui s'appuient sur des études cliniques, on peut retenir
3 modèles particuliers qui sont en train de rentrer dans le champ de l'accompagnement. Le modèle de la multiplicité interne et de la dialogie, le fait que nous aurions à l'intérieur de nous différents types de parts qui sont en communication, en échange d'informations, ou dont l'échange d'informations peut être bloqué. Donc on avait parlé de ça dans les 2 premières années, avec les ego states therapy, avec le modèle de l'analyse transactionnelle, avec la question des subpersonalities chez Achat Jolie, avec l'exemple du voice dialogue chez Hall et Sidra Stone. Une multiplicité interne existant dans une forme de dialogie. Deuxième pratique émergente, nous en avons longuement parlé l'année dernière aussi, c'est la question d'un imaginal dialogique dans des techniques que nous pouvons retrouver comme par exemple le voyage chamanique pour aller rencontrer sous forme visuelle imaginaire des personnages avec lesquels nous pouvons rentrer en dialogue. On peut donner l'exemple du Totem Pole Process qui avait été présenté ici par son créateur Steve Gallegos. Enfin, une dernière pratique qui émerge depuis quelques dizaines d'années, c'est l'idée d'une systémie interne. C'est un travail qu'on voit apparaître d'abord dans les années 70 avec le travail de Virginia Satir avec la parts thérapie, puis dans les années 90 avec le travail de Richard Schwartz dont nous allons reparler aujourd'hui, le Internal Family System. Je ne sais plus comment on le traduisait en français, ou encore avec le travail de Isabelle Padovani sur l'accompagnement de l'être par la communication non violente. Ces différents modèles, ils se combinent, ces pratiques émergentes se combinent vers un nouveau modèle qui va intégrer différents types de points de vue. Alors on peut les citer brièvement. Multiplicité dynamique de l'identité, des temporalités vécues et des questions de strates temporelles qui peuvent être splittées les unes des autres, les particularités de l'identité dans ces différents stades temporels, par exemple dans les stades de développement, des réalités de régression et de progression en âge spontané. Il s'agirait ici de l'idée que, comme nous sommes face à un événement, nous pourrions aller rechercher des comportements passés ou imaginer des comportements futurs. Là, on serait dans le behaviorisme. Et les regards modèles nous parlent non plus de comportements passés et futurs, mais d'identités passées et futures. Enfin, différents types de pratiques, et je viens de le dire juste avant, comme les pratiques d'accompagnement dialogique, les pratiques d'accompagnement imaginal, et toutes les pratiques qui utilisent les états de conscience modifiés. Quand on synthétise ces modèles, ce qui apparaît, c'est une approche des variations de l'expérience vécue, donc une approche des variations de ce qui nous arrive, qui ressemble au behaviorisme. On pourrait se dire, oui, en fait, tout ça, c'est du comportemental. Il y a des déclencheurs, on a des réactions, elles vont chercher dans une banque de données passées, ou alors elles imaginent des actions futures possibles avec un système d'identification. Et en effet, on part ici du comportement comme un effet pour essayer d'étudier, mais quelles sont les causes de ce comportement. Néanmoins, dans ces types de modèles, il ne s'agit plus de behaviorisme, et je proposais, c'est un peu pour plaisanter quelque part, mais je proposais l'idée que peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une approche post-behavioriste. Je te laisserai me dire ce que tu en penses tout à l'heure, Antoine. Puisque les causes qu'on identifie ne se limitent plus seulement à des conditionnements, mais intègrent des compositions de l'identité et de la personnalité. Donc là, on a toute la théorie des subpersonalities, des ego states, l'évolution dans le temps de la composition de cette identité et de cette personnalité. Et là, si on fait apparaître une question temporelle et une question d'identité, eh bien, on est en train de sortir du simple mécanisme behavioriste ou comportementaliste. Et d'autre part, les causes de ces comportements peuvent montrer les contenus psychiques disponibles qui en résultent. Par exemple, je peux avoir des capacités, des ressources que je ne déploie pas nécessairement maintenant, qui sont disponibles dans mon esprit. Alors, où sont-elles au niveau temporel ? Et ça, c'est une question à laquelle, pour le coup, je vais bien me garder de répondre. Enfin, en synthèse de ces différents modèles émergents dans ces 50 dernières années, apparaissent en effet des composantes temporelles du je. Et les contenus de ces composantes, ils peuvent être décrits avec une dimension temporelle interne, nous pourrions dire comme avec une biographie interne, une temporalité subjective. Ça vous paraît clair jusque-là? Eh bien, ça tombe bien. Alors pour donner un aperçu de ce dont nous sommes en train de parler, ce que je vous ai représenté sur ce petit disque au centre, eh bien c'est le modèle que je vais vous présenter ce soir, un modèle de composition temporelle du je. C'est pour ça que j'ai mis CT je. Donc sur quoi on s'appuie? Évidemment sur toute la tradition des dynamiques intrapsychiques, puisqu'il s'agit ici non pas par exemple de parler de la relation thérapeutique, ce qui est une autre question, ici il s'agit de parler dans un individu dans son expérience quotidienne ou dans un individu dans son expérience d'être accompagné de dynamiques intrapsychiques.
Donc ici, on retrouve par exemple la tradition de Freud, Ferenczi, de Carl Jung, dont nous avons déjà parlé, de Mélanie Blin, de Nicolas Abraham et Maria Torok. D'autre part, nous avons tout l'apport du champ de la multiplicité interne et des sous-personnalités, dont nous avons déjà longuement parlé il y a 2 ans et l'année dernière. Et on peut citer brièvement, rapidement, le travail de Paul Federn, de Jung et de Assagioli, le travail d'Eric Berne avec l'analyse transactionnelle, le travail de Vargiu qui a travaillé avec Assagioli pour montrer comment s'agrègent des composants de la psyché pour être des sous-personnalités qui vont se mettre en lien avec le je qui dit « c'est donc moi ». Le travail de Fritz Perls avec le début de la gestalt-thérapie et le travail avec la chaise vide. Le travail évidemment de Bradshaw qui a théorisé cette idée d'enfant intérieur qui a tellement cartonné aux États-Unis dans les années 80. Ou encore le travail de John Rowan qui propose une synthèse extensive de toutes les approches en sous-personnalité. Alors évidemment, si on fait travailler les dynamiques intrapsychiques avec tout le champ de la multiplicité et des sous-personnalités, eh bien ça nous donne la psychosynthèse dont nous avons parlé l'an dernier. Troisième apport à ce modèle, tout l'héritage des approches systémiques et de la thérapie familiale. On peut noter ici les précurseurs de ce travail, Minuchin et Fishman. On pourrait nommer de nombreuses personnes dans l'école de Palo Alto, je ne l'ai pas mis ici, mais évidemment Paul Václavic, Fish, Wickland, et Gregory Bateson, qui ont posé des bases très importantes pour toute l'approche systémique héritée des regards de thérapie familiale. Le travail de Bowen et White, l'énorme travail de Virginia Satir, ou encore le travail de Marshall Rosenberg avec son regard et la technique qui nous laisse en communication non violente. À la jonction entre l'approche, entre les multiplicités internes sous-personnalité et l'approche systémique et thérapie familiale, on retrouve le Internal Family System de Richard Schwartz et l'approche accompagnement de l'être par la communication non violente de Isabelle Padovani. Quatrième approche, comme nous sommes ici dans une école d'accompagnement par l'hypnose, une école d'hypnose d'accompagnement, toutes les approches en hypnose régressive, j'allais dire qu'il commence avec Janet, et ce serait un peu erroné de dire que ça commence avec Janet, mais Janet, notamment dans son ouvrage L'automatisme psychologique à la fin du 19e, Janet a commencé à s'intéresser à ce qui se passe quand on place un individu, un patient, dans une expérience d'hypnose régressive. Donc on peut bien sûr citer Janet, l'immense travail de Erickson, le travail de Rossi, de Dave Hellman, le travail de Stanislav Grof avec le concept de condensé d'expériences qui se répètent dans le temps, le travail de Richard Bandler sur toutes les approches composites et temporelles, et enfin le travail de Wolinski dont nous avions parlé l'année dernière dans notre cours sur la construction de l'identité. À la jonction entre les approches systémiques, thérapie familiale et l'hypnose régressive, nous retrouvons la PNL, et dans la PNL, une sous-partie de la PNL, Timeline Therapy. Timeline Therapy qui est un ouvrage de Tad James et Wyatt Wood Small, un ouvrage important pour le cours que nous allons présenter aujourd'hui, un ouvrage qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduit en français et dont nous héritons, en hypnose et en PNL, les approches dites en ligne du temps. Cinquième apport pour notre modèle, tout le travail en imagery, le travail sur l'imaginal, le travail sur l'imaginaire et l'imagerie interne, dont nous avons également longuement parlé l'année dernière, et on peut reciter brièvement, puisque nous l'avons fait de manière extensive l'année dernière, le travail bien sûr de Swal, de Jung, de Assagioli, le travail de Leuner, l'apport théorique et pratique de James Hillman, le travail de Jan Achterberg, le travail des Watkins, et enfin le travail de Michael Harner dans le néo-chamanisme. À la frontière entre les techniques imaginales et l'hypnose régressive, on va retrouver différents types d'approches qui sont habituellement catégorisées dans la psychologie transpersonnelle, différents types d'approches comme par exemple le rêve éveillé dirigé ou encore le voyage chamanique. Enfin, sixième et dernier rapport pour construire notre modèle, tout l'héritage des stades de développement dont nous avons brièvement parlé l'année dernière et que nous développerons dans le cours dans 2 semaines et que nous développerons aussi avec Bernard Fried. Toute la théorie des stades de développement que l'on peut faire démarrer avec le travail conséquent de Donald Winnicott, avec le travail de Erik Erikson, le travail de Piaget, et enfin les points de vue plus modernes sur l'évolution des systèmes de valeurs chez Claire Graves et le duo Beck et Cowan. Et on a donc ici une carte de 6 sources principales. On peut bien sûr noter qu'entre dynamique intrapsychique et stade de développement, eh bien, on a tout l'héritage de la psychanalyse.
une carte de 6 sources principales qui composent notre modèle sur les compositions temporelles de « je ». Et là, pour présenter ça, c'est quand même pas mal si vous avez au moins jeté un œil à ce dont on a parlé l'année dernière, parce qu'on a posé beaucoup de bases, vous pouvez le voir, qui permettent d'aller encore un peu plus loin sur base de ces bases. Je n'ai pas su comment finir cette phrase autrement. Ça va toujours jusque-là? Ok. Quelques précisions dans cette première partie. On va employer différents vocables. On va par exemple parler de représentation de soi et de composition de je. Et on est ici dans une question de qu'est-ce qui est le contenu de notre psyché et qu'est-ce qui est vécu par moi en temps réel. Alors, quelques précisions en termes de vocables. Je vous disais tout à l'heure, on aurait pu parler de composantes temporelles de l'identité, de composantes temporelles de soi, et je propose quelques très brèves définitions, juste pour que vous puissiez comprendre dans quel contexte on utilise ces quelques termes ici ce soir. Je ne veux pas être dogmatique et imposer ces définitions. Il y a d'autres points de vue sur ces termes. Je veux juste apporter un peu de clarification pour éviter des quiproquos. Donc, ce que je propose ce soir comme étant l'identité, ça se réfère à ce qu'on a vu l'année dernière sur le cours sur la construction de l'identité. Ce que j'appelle identité ce soir, eh bien, ce sont les contenus psychiques reconnus comme faisant partie de soi. Et nous pourrions dire aussi l'identité comme une fonction qui donne la sensation d'une unité de soi, quelque chose qui va dire de manière continue « je sais ce que je suis, c'est mon identité » et qui va assurer une continuité dans le temps. Le terme « moi » se réfère à l'expérience vécue d'un soi. Alors, qu'est-ce qu'un soi? Un soi, c'est ce qui se réfère à la sensation d'une individualité qui nous est personnelle et que nous sommes en train de vivre. Ça vous paraît clair jusque-là? OK pour ces termes-là? Ça m'arrange bien. Ce qu'on appellera personnalité ce soir, mais je vais essayer d'éviter ce mot, eh bien nous pourrions dire que c'est la somme de toute l'activité comportementale. Et vous voyez ici, entre identité et personnalité, on a deux définitions différentes. Par exemple, l'identité, ce sont les contenus que je reconnais comme faisant partie de moi. Et je veux dire, bah, ça c'est mon identité. Mais peut-être que quelqu'un voit de moi ma personnalité et voit de moi des parties que, eh bien moi je ne reconnais pas comme faisant partie de moi. Toujours clair? Super. Et enfin, ce qu'on appelle le « je », dans toutes ces notions-là d'identité, d'un moi, d'un soi, d'une personnalité, eh bien, je le propose comme étant un objet autoréférent, c'est-à-dire un objet qui se réfère à lui-même, un objet qui est attribué comme agent, qui est attribué au moi et à l'expérience vécue de soi. On va essayer de préciser un petit peu ça. S'il y a un moi, je peux dire, par exemple, eh bien, c'est moi. Et si je change de comportement dans une demi-heure et que je semble avoir complètement changé de personnalité, je dirais toujours « c'est moi », n'est-ce pas? Super. Mais qu'est-ce qui dit « c'est moi » ? Eh bien, la proposition ici, c'est de dire « il y a un « je » qui dit « c'est moi ». Et ce « je », eh bien, ce n'est qu'un contenu psychique, ce n'est qu'un objet psychique qui est attribué par un processus d'attribution d'agent qui pourrait dire, par exemple, « je ne me reconnais pas dans ce comportement que j'ai eu hier soir, je ne suis pas comme ça, j'étais hors de moi ». Ici, ce « je », nous le proposons donc comme un objet attribué comme agent, attribué au moi et à l'expérience vécue. Et ici, nous allons proposer ce « je » comme étant composé. Pas comme étant quelque chose d'intrinsèque, mais comme étant quelque chose de composé et de non permanent. Est-ce que les définitions sont claires? Pour ceux qui nous suivent en vidéo, nous avons un silence de mort dans cette salle avec des gens qui sont très intrigués, manifestement. Et nous allons distinguer des contenus psychiques et du vécu. Alors, c'est plus simple, je pense. Les contenus psychiques, nous pourrions dire, ce sont des éléments psychologiques, ils sont disponibles, ils sont latents, ils peuvent être refoulés, ils peuvent être vécus, etc. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, à cette heure-ci, je pense que le contenu colère qui est disponible à l'intérieur de moi, eh bien, je pense qu'il ne s'exprime pas et qu'il n'est pas vécu. Alors moi, je n'ai pas l'impression de le vivre et je n'ai pas l'impression qu'il soit expérimenté par autrui. Pourtant, pour ceux qui me connaissent, c'est un contenu très disponible. Chacun sa composition personnelle.
Et ces contenus, on peut les opposer à du vécu, à des vécus. Le vécu, c'est la sensation immédiate d'un ou de plusieurs aspects de l'expérience subjective. Donc, je suis dans un vécu, par exemple, d'être en train de me dire qu'il faut que je me dépêche un peu et que j'arrête avec les définitions. Et ça, c'est un vécu très immédiat. Un vécu peut être une sensation immédiate d'un ou de plusieurs aspects d'une expérience subjective, mais un vécu peut aussi être rétrospectif. Et je peux dire, là maintenant, je suis en train de vivre le fait que je prends trop de temps sur les définitions, et peut-être que rétrospectivement, je peux me rappeler d'un épisode dans lequel je suis allé trop vite sur certains types de définitions. Il y a un vécu immédiat et un vécu rétrospectif. Et nous pouvons voir que les contenus psychiques peuvent être vécus, ou ils peuvent ne pas être vécus. Je peux me mettre dans une colère noire et avoir l'impression de ne pas être en train de la vivre. Et quelqu'un me dirait alors, je crois que tu t'énerves un peu trop. Et je répondrais dans ce cas-là, non, je ne m'énerve pas parce que je n'ai pas l'impression de le vivre, ce n'est pas vécu. A l'inverse, si des contenus sont vécus, eh bien nous pouvons dire que ce sont des contenus activés, ce sont des contenus qui sont en cours d'activité dans la personnalité. Des contenus, des vécus, des contenus vécus, des contenus activés dans la personnalité. Toujours clair? Super. Alors, pourquoi parler de ça? On pourrait se dire, bah oui, mais on connaît ces choses-là sous d'autres termes, mais justement, cette distinction, elle est là pour ne pas utiliser les adjectifs conscient et inconscient, parce que si vous êtes déjà venu à ces cours, ou si vous avez déjà suivi d'autres cours dans ces cycles d'hypnologie, nous avons vu que conscient et inconscient, bah, ça fout un peu le bazar, parce que ça peut avoir plein de significations différentes. Alors pour ces histoires de contenu et de vécu, on a un exemple dans le travail de Jung. Je ne dis pas qu'on se réfère ici au travail de Jung, mais Jung il a essayé de proposer un triptyque de ce que nous sommes en train de vivre, de contenus qui sont vécus. Lui, il a proposé un triptyque qu'il a appelé le moi, la persona et l'ombre, en disant le moi, c'est l'impression que je suis ce que je suis maintenant, et je sais que je le suis maintenant. La persona, c'est ce que je montre aux autres, c'est comme un masque que je mets pour qu'il soit vu par les autres, mais moi je ne le vois pas. Et l'ombre, c'est quelque chose que je ne vois pas de moi, c'est quelque chose qui voudrait venir à la surface du moi, mais je ne veux pas être ça. Par exemple, je ne veux pas être jaloux, par exemple. Non, non, non. Hop, je mets ça de côté, je le range dans l'ombre. Et on voit bien dans une tentative comme celle de Jung que nous parlons bien ici de différents types de contenus et est-ce qu'ils sont plus ou moins vécus. Et on peut laisser cette idée de psychodynamique jungienne de côté. Donc, voilà quelques points de vue. Voilà quelques points de vue pour vous montrer sur quelle synthèse s'appuie un modèle temporel des composantes du jeu. Et dans ce deuxième chapitre, eh bien, la proposition maintenant, c'est de rentrer dans ce modèle et de voir de quoi il s'agit. Et alors là, accrochez-vous bien parce que si j'ai bien préparé ce cours, ça va être très clair, mais ça peut être légèrement déstabilisant. Donc, ce qu'on représente ici, c'est le fait qu'il y a un corps physique et dans les cours que nous avons donnés en septembre, nous avons largement pris le temps de parler du lien qu'il y a entre le corps physique et quelque chose qui est un « je », quelque chose qui est « je ». Et ce corps physique, voilà, avec la souris, ce corps physique, au présent, eh bien, il a une représentation de lui-même. Le « je » a une représentation de soi. Et a priori, ça match. Hein. J'ai rarement une représentation de moi-même très différente de mon corps physique, a priori. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans le temps, eh bien, dans le temps, il y a eu d'autres représentations de soi. Donc, je vous ai pris quelques exemples ici. On ne sait pas trop si c'est un personnage masculin ou féminin. Le doute plane un peu. Peut-être qu'il est un peu les deux. Dans le passé, donc c'est un schéma assez caricatural, mais ça peut quand même nous parler. Dans le passé, il y a eu différentes représentations de soi. Et nous pouvons les évoquer. Nous pouvons nous en rappeler, ou parfois nous pouvons être dans des expériences un peu régressives. Qui n'a pas une expérience dans laquelle, avec certains amis, il se sent beaucoup plus ado que d'habitude, par exemple. Et on pourrait se dire, ces représentations de soi qui ne sont pas que des souvenirs, eh bien, où existent-elles?
Alors nous proposons qu'elles existent, comme tu me l'avais proposé Antoine, qu'elles existent dans un continuum, qu'elles existent dans un processus que ce soir nous avons proposé d'appeler la composition temporelle du je. Et cette composition temporelle du je, ce ne sont pas nécessairement des sous-personnalités rangées dans le temps passé. Nous pouvons par exemple à un moment donné avoir différentes parties de nos différentes identités passées qui s'agrègent, donc une multitemporalité d'agents passés qui s'agrègent pour dire bah, c'est moi et c'est toujours je. Et ça nous paraît tout à fait normal au quotidien, c'est ce qui est assez intéressant quand même. Alors on pourrait se dire jusqu'ici, super, mais à quoi ça sert? Eh bien le problème c'est quand ça ne marche plus. Donc, vous voyez, sur les petites représentations de soi, généralement, on se rappelle chose plutôt sympa. Mais la réalité, vous pouvez regarder les figurines 1 et 3, c'est qu'en fait, des fois, ça ne va pas. Et ce qu'on voit dans ce modèle émergent avec toutes les sources que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est que quand ça ne va pas, sur les moments où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a rarement un agent, il y a souvent 2 agents. Alors, comment on nomme ça ? Une sous-personnalité ou identité passée ou composante temporelle de l'identité ou encore une représentation de soi et autour un système de défense. Donc rentrons un petit peu dans cette idée. Le point clé dans ce que je vous ai montré sur ce schéma-là, avant qu'on aille un petit peu plus loin, c'est que c'est une composition qui est multitemporelle. Donc, on va pouvoir commencer à faire des phrases de type « ce sont des agents passés qui m'agissent au présent ». Parce que si je me retrouve comme un ado avec mes meilleurs potes, je ne vais pas vous le mimer quand même, avec un champ sémantique, un ton de voix, une posture de corps complètement différente, on voit bien qu'il y a quelque chose de multitemporel, parce que mon corps ne redevient pas le corps d'un être humain de 16 ans. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans les patterns qu'avait cet ado de 16 ans. On voit bien qu'il y a quelque chose de l'adulte de l'âge qu'il a aujourd'hui, et quelque chose de l'ado qui vient de se mettre en lien pour faire une composition multitemporelle. Composition multitemporelle d'une part, et dynamique parce que ça n'arrête pas de changer. La composition change elle-même dans le temps. Le « je » va prendre pour support une composition d'objets qui proviennent de différentes temporalités. Toujours clair? Donc regardons avec ce premier schéma que j'ai essayé de garder le plus simple possible. Regardons avec ce premier schéma comment pourrait fonctionner cette idée d'identité passée en lien avec des systèmes, système de protection, système de défense ou système de survie. Je vais préciser pourquoi j'utilise ce triple terme. Dans la psychanalyse, on parle plutôt de système de défense. Or, on en avait parlé dans le cours sur la construction de l'identité, on peut aussi le voir comme un système de survie, pas seulement quelque chose qui essaye de se défendre d'une agression éventuelle. Si on se défend, c'est généralement se défendre d'une attaque, mais tout simplement un processus qui a pour simple fonction de survivre et qui se dit bah tiens, là un camion m'a roulé sur le pied, je vais apprendre à vivre avec un seul pied parce que celui-là ne marche plus. C'est un exemple vraiment très trivial, mais on voit bien qu'ici il n'y a pas besoin de se défendre de quelque chose, quoique c'était pas vraiment un bon exemple en fait, mais c'est pas grave. En soi, un système de survie. Mais on peut aussi le voir comme un système de protection. Protection de quoi? Système de protection de l'intégrité de l'identité. Système de préservation de l'unité du moi. Et ça, on pourrait en parler avec des psychiatres, on ne va pas le faire ce soir, parce que quand l'unité du moi commence à se fissurer, là, on arrive vraiment dans des problèmes qui relèvent de la psychiatrie et qui ne nous concernent plus vraiment. Un système de défense, un mécanisme général de survie, un système de protection, et j'essaierai d'utiliser les 3 termes ce soir. Donc, imaginons que dans le passé, ce petit bonhomme ou bonne femme, disons 7 enfants, eh bien, il a une représentation de lui-même qui est identifiée au je. Il ne se rend pas trop compte qu'il se passe ça. Et imaginons que survient un événement vécu comme une menace ou comme un danger. Et là, même si en apparence, il reste toujours lui-même et peut-être qu'il continue à faire ce qu'il fait, il est possible que dans la représentation de soi, il y ait quelque chose qui soit pris dans une expérience qui va générer du « ça se passe pas très bien », pour le dire de manière simple. Et au moment où il va y avoir un événement vécu comme une menace ou comme un danger, en effet, la personnalité en interne change de pattern
Et aussitôt, on parlera de ça la semaine prochaine, aussitôt apparaît un système de protection, système de survie, système de défense. Et quand on aura évolué et qu'on se retrouvera dans le présent, eh bien, il restera dans la composition temporelle de je un système avec une identité passée et un système de protection qui fonctionne en système. Deux agents. Clair? OK. Maintenant, on pourrait dire que, eh bien, nous avons toujours une représentation de soi et qu'il existe de manière latente une composition temporelle de je qui ne fait qu'attendre de pouvoir s'activer à un moment donné. Et là, on est dans les logiques strictement behavioristes. Si un événement est vécu comme danger, alors du coup, ce qui s'y réfère va être comme chargé par un mécanisme d'identification et le système de défense va venir se mettre en lien avec le corps physique et avec le je au présent. Je vous le refais? Oui? C'est une logique assez simple, hein. On pourrait dire, jusqu'ici, tout va bien au sens où je ne me pose pas de questions de ce que je suis, je me trouve normal, je suis associé, je ne me pose pas vraiment de questions à propos de mon ressenti, mon comportement, ma façon d'être en relation, l'utilisation de mon champ sémantique, et ça marche plutôt bien. Mais un événement apparaît vécu comme menace ou danger, et c'est l'événement qui avait été vécu par ce personnage et qui a généré un système dans lequel il y a quelque chose de protégé et quelque chose qui protège. Un événement, ce même type d'événement, avec ce même type de menace et ce même type de « ça semble être un danger » se manifeste et ça se réfère pour des logiques strictement comportementalistes à l'expérience passée et le système de protection se met en lien avec le corps et avec le je. Clair? Ok. Donc regardons qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à ce moment présent, où le corps physique, le je, est en lien avec un double agent protégé, protecteur. Donc on peut voir qu'on commence à avoir un sacré bazar, parce qu'on a un corps physique, une fonction qui dit « je », on a un système de survie, protection et défense qui vient du passé, mais qui s'est pointé directement sur le corps physique, et Dieu sait que quand on expérimente des choses comme ça, ce n'est pas du tout conceptuel, hein, c'est bien somatique. On a une identité passée qui est en train de se pointer dans la composition temporelle du je au présent, et on a un déclencheur. Et là, en accompagnement, on pourrait se dire « Attends un instant, que je prenne le temps de réfléchir à ce qui se passe pour toi dans ce que tu me décris. » Je vais faire un aparté par rapport à ça. Un jour, j'avais travaillé avec un praticien, qui venait de terminer ses études en hypnose et qui me disait « J'ai bien compris comment faire de l'hypnose et comment mettre des gens dans une expérience d'hypnose, mais avec les choses qu'ils me racontent, je ne sais pas quoi leur suggérer. » Et c'est un peu pour essayer de répondre à ce type de questionnement que nous amenons des systèmes complexes de cette nature. Donc en effet, là en accompagnement, quand le thérapeute est face à un corps physique qui est pris dans un système de protection et que plus ou moins derrière tout ça, il y a une identité passée qui est cachée par le système de protection, ça peut être bien de s'accrocher un petit peu pour se dire là, je suis face à un système complexe et ça demande de pouvoir s'adresser à plusieurs parts de manière simultanée. Nous avons donc un je, un déclencheur, un corps physique au présent et deux agents passés, l'identité régressée et le système de protection qui viennent tous les deux du passé se mettre en lien avec le je et le corps physique. Et nous voyons avec ce corps physique et ces deux agents passés que nous avons, dans un instant de conscience, trois entités distinctes les unes des autres. Je vous les remontre. Trois entités distinctes. Le corps qui continue à dire je, en général, il aime bien dire je, le corps. Ça, c'était une petite plaisanterie. Voilà. Une entité, le corps qui dit « je », une deuxième entité, le système de protection, et une troisième entité, l'identité passée. Et le système de protection, vous voyez ici, je vous l'ai représenté, ce sont deux petits dragons. Ici que j'ai représenté le système de protection. Mais le système de protection peut lui aussi apparaître de manière personnifiée et apparaître comme un personnage. Ça, on le voit par exemple quand on va faire un travail avec un
entre guillemets enfant intérieur qui est en lien avec un parent intérieur introjecté. Et là, on ne sait plus lequel des deux essaye de protéger quoi. C'est un système un peu différent de ce que je présente là maintenant. Si je donne cet exemple, c'est pour dire que le système de protection, lui aussi, peut prendre apparence d'une identité ou d'un personnage. 3 entités distinctes les unes des autres. Et en termes de contenu et de vécu, le système de protection, il est vécu par le je, mais le je dit « ce truc-là, je le vis, mais c'est pas moi ». Or, l'identité régressée, elle n'est pas vécue par le je. Là, il y a quelque chose qui est complètement inconscient. Nous n'avons aucune attention au fait qu'elle est présente. Et qu'est-ce qui va se passer en accompagnement? On va avoir un corps je qui vit ce système de protection qui vient du passé, alors qu'on n'a absolument pas conscience que ça vient d'événements liés à une identité du passé. On vit des somatisations, des réactions que nous ne comprenons pas. Et le corps je va souvent démarrer la séance en disant « je vis ce truc-là et je veux que ça disparaisse ». Le système de protection lui-même est vécu comme une problématique par l'identité de surface ou par l'identité au présent. Alors on pourrait se dire, bah où est le problème? On n'a qu'à le dégager le système de protection s'il perturbe la personne au présent. Eh bien, pourquoi pas? En fait, il y en a qui font ça, mais ce qu'on va pouvoir voir ici, un des problèmes de supprimer le système de protection, c'est qu'il contient des ressources disponibles. En effet, en termes de ressources, le système de protection, qui est vécu comme une problématique par le sujet, le système de protection, déjà, il manifeste des ressources. On peut toujours venir demander une séance en disant je ne veux plus de mon hostilité, par exemple. Mais être capable d'être hostile, c'est quand même aussi une certaine capacité de pouvoir s'affirmer et se différencier. Donc ça contient en soi des ressources, c'est en soi la manifestation d'une ressource. Ces ressources, évidemment, elles sont vécues comme pas très agréables par l'identité de surface qui aimerait bien s'en débarrasser de ce système de protection. Mais elles peuvent, de manière potentielle, être utiles dans d'autres situations. Ce serait bien, plutôt que de tout enlever, de pouvoir garder ces ressources dans notre banque de données ressources que assez inconsciemment je place là au-dessus de ma tête. Le système de protection, vécu comme une problématique, manifeste des ressources. Et l'identité régressée elle-même, qui n'est pas vécue, qui nous est totalement inconsciente, elle contient des ressources. Et inconsciemment, ces ressources sont cherchées par l'identité de surface, qui donne un truc du genre « je sais de quoi j'ai besoin, mais je ne sais pas comment dire en fait de quoi j'ai besoin ». Cette identité régressée non vécue contient des ressources et elle est prise par le système de protection. Et si on essaye d'arracher du corps au temps réel, au temps présent, le système de protection, on va enlever toute la capacité de ressources du système de protection et toutes les ressources qui sont contenues par l'identité régressée et on va expulser ça de l'identité, ce qui n'est peut-être pas la meilleure des idées. On pourrait dire de manière collatérale que le système de protection il contient et enferme les ressources qui sont détenues par l'identité régressée. Alors, je vous ai fait un petit schéma, un grand schéma pour représenter cela. Là, on voit par exemple une sous-personnalité, on voit bien qu'elle n'a pas l'air d'être quelque chose de très agréable, en fait, cette petite figurine. Et autour d'elle, elle a un système de défense. Mais si on travaille directement sur cette figurine elle-même, va émerger une ressource. Et d'où elle vient cette ressource? Eh bien, elle vient du petit personnage de départ qui était présent à la base, mais que tout le monde a oublié depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Et le système de protection lui-même, si on travaille avec plutôt que de travailler contre, il peut se transformer lui aussi en des ressources disponibles. Alors ça peut marcher d'une autre façon, de manière chronologique. On pourrait dire que si on travaille sur le système de défense lui-même, il peut se transformer en ressources disponibles. Ça généralement, c'est le moment où les clients n'aiment pas trop travailler avec le système de défense. Mais il peut, si on travaille avec, se transformer en ressources disponibles. Et vous voyez, ça libère la sous-personnalité qui était à l'intérieur. Ce sont des schémas un peu caricaturaux, mais ça la désenferme. Et là, on va pouvoir travailler avec. Et généralement,
Moi qui dis ça, ce sont tous les modèles que je vous ai montrés tout à l'heure qui le montrent, qui le montrent sur la base d'études cliniques. Généralement, si on travaille avec cette identité régressée, vont devenir disponibles des ressources dont elle était détentrice, qui viennent d'où? Qui viennent de ce qui se passait avant que ça n'aille pas bien pour elle. Des ressources disponibles, détenues par l'identité régressée et le système de défense. Donc, ça nous complique le schéma qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a face à nous en tant qu'accompagnant quand quelqu'un vient dans ce type de configuration? Eh bien, nous avons un corps physique au présent, la notion d'un je qui se lie au corps physique. Nous avons quelque chose qui est vécu comme un danger ou une menace et qui revient de manière un peu trop régulière pour cette personne. Nous avons une identité passée avec son système de défense qui contient des ressources, et nous avons une autre identité passée juste avant, en fait, qui est cet événement qui a généré tout ce bazar, et cette identité passée elle-même contient des ressources. Nous avons donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agents potentiels affichés sur un client qui est en train de dire « Je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, j'arrive pas à y voir clair. » Ouais, c'est normal quelque part. Et là, on voit qu'on a besoin d'accompagnement d'une part, mais qu'on a besoin de pédagogie, qu'on a besoin de faire rentrer un petit peu ces idées dans le champ de l'éducation. Parce que quand on vit ça, on se dit, là, il y a un truc somatique qui me dépasse complètement, et j'ai des réactions de nature X, Y ou Z. Ces réactions, on les décrira dans le cours dans 2 semaines, dans le prochain cours. J'ai des réactions somatiques de nature X, Y, Z. Ça me pourrit la vie, je veux plus ce truc-là. Et on voit bien que ça demande un peu de subtilité en fait, de regarder ce type de modèle. Donc, quelles sont les perspectives de ce modèle dans l'accompagnement? Eh bien déjà, une des premières perspectives, c'est de pouvoir distinguer tous les protagonistes de ce système. Donc ici, par exemple, déjà, à un niveau très simple, distinguer le déclencheur du système de protection. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est difficile de distinguer le déclencheur du système de protection. Par exemple, si mon système de défense me rend très jaloux, et que je ne comprends pas que c'est un système de défense de nature jalousie, et qu'il est distinct du déclencheur, eh bien je pourrais dire au déclencheur « tu me génères de la jalousie ». Et non. Non, tu es un déclencheur qui, chez moi, allume de la jalousie, mais ma jalousie n'a aucun rapport avec toi. Il y a un déclencheur et il y a un système de défense avec une expérience réactionnelle, somatique et émotionnelle. Distinguer le déclencheur du système de protection. Déjà, si on fait ça en accompagnement, c'est extrêmement soulageant et salvateur pour les clients et les patients. D'autre part, distinguer l'identité au présent du système de protection. Et là, on va parler de dissociation. Vous n'êtes pas cette jalousie. Et là, on retrouve toute la tradition de désidentification, Assagioli, etc. Distinguer l'identité présente du système de protection et de l'identité régressée. Non, vous n'êtes pas l'enfant intérieur. Merci Bradshaw pour cette très belle idée, mais je ne suis pas l'enfant intérieur. Je suis le corps d'un adulte. Et peut-être qu'il y a une identité régressée qui vient en lien avec ce corps d'adulte qui dit « je ». Mais le « je » n'a pas à régresser lui-même parce que des patterns comportementaux hérités du passé viennent se pointer dans la structure de l'identité. Distinguer l'identité présente du système de protection. D'autre part, distinguer, et on l'a montré tout à l'heure, le système de protection de l'identité régressée elle-même. Donc là, on arrive à accompagnement niveau Jedi à ce stade-là. Parce qu'il faut déjà assez de doigté, on pourrait dire, d'expérience pour travailler avec le système de protection, parce que généralement, le système de protection, lui, il dit « moi, je me barre, en fait, je suis là pour protéger, donc si tu me vois, moi, je me planque ». Donc déjà, c'est assez amusant. De lui donner suffisamment confiance pour qu'il veuille bien travailler dans la séance, ce qui nous renvoie à des notions d'accompagnement, où le fait de créer un lien de relation et de confiance entre un accompagnant et un accompagné, c'est quand même assez intéressant. Donc déjà, mettre à jour le système de protection et faire
faire adhérer le système de protection à l'idée qu'il pourrait se dissocier du truc qui protège. Lui, depuis le début, il est là, il fait « moi, je protège ça ». Et tu veux que je m'en sépare, ça va pas ou quoi? Il va être sans défense si je ne suis plus là. Et là, la distinction du système de protection et de l'identité régressée, je pense que nous pourrions dire que c'est le point clé de l'accompagnement thérapeutique avec ce type de modèle. Enfin, distinguer l'identité régressée des ressources qu'elle contient, parce que vous le verrez si vous le faites en accompagnement, même quand vous arrivez à l'identité régressée, généralement, les ressources, elle ne veut pas les lâcher. Elle ne veut pas les donner à un éventuel soi du futur. Généralement, elle trouve ce propos complètement surréaliste, l'identité régressée. Vous me suivez ou... Oui? Je vois quelques personnes que ça amuse et d'autres moins. Or, l'identité régressée, elle peut lâcher les ressources qu'elle contient pour retourner dans la ligne du temps, dans le passé où elle est censée être rangée depuis bien longtemps, en fait, à vrai dire, et rendre ces ressources pour qu'elles soient disponibles au présent. Distinguer le déclencheur du système de protection, distinguer l'identité de surface ou présente du système de protection et de l'identité régressée, distinguer le système de protection de l'identité régressée et distinguer l'identité régressée des ressources qui sont disponibles pour pouvoir remettre en lien les ressources disponibles et le je, pour que de manière éternelle, à tout instant présent, le je puisse aller prendre une qualité et s'en servir. Et ça, on en reparlera la semaine prochaine de cette potentialité à chaque instant. Plus d'identité régressée qui détient les ressources, plus de système de défense qui barre l'accès à cette identité régressée qui tient les ressources posées dans un espace psychique où elles sont disponibles, plus rien qui empêche l'accès, et je peux accéder à ce que je veux en temps réel. Alors espérons que ce que je veux me soit propice, et soit propice à mon entourage à ce stade-là. Sinon, la toute-puissance va être compliquée. Mais ça, on en parlera l'année prochaine. D'autres perspectives en accompagnement, eh bien, comment est-ce qu'on peut travailler ça et quel type de réintégration nous pouvons faire en accompagnement? Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec le système de protection? Eh bien, déjà, on peut le réintégrer. On peut l'écouter, on peut déjà au moins le prendre en compte. Et on peut le personnifier, ça peut être utile pour dialoguer avec. Ben oui, parce que souvent, on dit « Ah, les résistances ». Alors, dans certains courants, on dit « Les résistances, il faut les dégager ». Ok, ben montre-moi et on en reparle. Voyons ce que ça fait sur le long terme et on en rediscute. Mais on entend ça dans certains courants, pourquoi pas? Mais peut-être que ce système de protection, lui, il a aussi envie de dire « Mais moi, je fais partie de l'écologie interne, je fais partie de la petite famille intérieure, et pourquoi tu veux me dégager, quoi? J'essaye de protéger. » Donc, ça peut être utile de l'écouter, de le prendre en compte et de pouvoir le personnifier pour dialoguer avec. Mais ne soyons pas dogmatiques. Peut-être que des fois, c'est une part complètement obsolète et qu'elle n'a plus rien à faire ici. On peut rester ouvert à cette idée-là. Voilà pour le système de protection. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'identité régressée? Eh bien déjà, on peut la désactiver au présent et on peut la rendre au passé. Ça ne veut pas dire qu'on l'expulse, ça veut dire qu'on la remet au bon endroit. Et c'est OK, en fait. Ça a créé une agitation par là-bas. C'est OK à un moment de dire tu n'es pas au présent, en fait. Ô voyageur temporel, tu proviens du passé où tu vas retourner, mais d'abord, donne-moi la clé que tu détiens. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Merci pour les quelques personnes qui ont ri à ce truc. C'était un peu lamentable. Voilà pour l'identité régressée, la désactiver du présent, mais pas la rejeter. Vous voyez la nuance entre désactiver et rejeter? Super. Donc, pas la rejeter, hein, parce que pour peu qu'elle ait une blessure de rejet, là, ça va être la catastrophe. Hein. Donc, plutôt la désactiver et éventuellement la rendre au passé. Que faire, comment travailler avec les identités, les ressources de l'identité régressée? Eh bien, les réintégrer au présent, j'en ai parlé juste avant. Que faire avec les ressources du système de protection? Les réintégrer, non pas nécessairement au présent, mais les réintégrer comme des potentiels, comme des qualités potentielles, des réactions potentielles, des activités potentielles. Que faire avec les déclencheurs? Eh bien, les désassocier de ce que ça faisait jusqu'ici et les réassocier à des ressources, parce qu'on ne va pas se leurrer, cette personne qui me générait de la jalousie ne va pas disparaître, quoi. Hein? Donc le déclencheur, on ne peut pas le supprimer, en fait, le déclencheur, mais on peut changer la réaction que nous allons avoir au déclencheur. Donc le désassocier
désassocier le déclencheur de tout le pattern, régression, système de protection auquel il s'associait avant et qui venait prendre possession, j'assume ce terme, prendre possession du jeu, pour pouvoir le réassocier eh bien, à des ressources disponibles. Cette personne qui me génère de la jalousie ne peut pas disparaître et j'aimerais qu'elle soit associée à la sensation d'être calme et patient. Et je sens qu'il y a du travail. Je plaisante. Enfin, non, en fait, je plaisante pas. Et que faire de tout ce système que je vous ai montré tout à l'heure, avec un système de protection, une identité régressée, deux identités régressées, un corps physique, un jeu, des ressources, d'autres ressources, que faire de tout ce système? Eh bien, le recadrer comme ayant une intention positive. Et là, merci Saint Milton Erickson et tes suiveurs. Voilà, pour toute la tradition ericksonienne qui met tellement le focus sur l'importance de mettre en lumière le fait que tout cela essaye de protéger l'intégrité du moi, du je et de l'identité. Alors, ce modèle que je vous montre là, je vais juste rappeler que c'est un modèle, ce n'est pas le modèle, ça c'est dit. Ce modèle, nous pourrions le réintégrer à nos fameuses déterminations d'objectifs dans les courants hypnose, sophrologie, PNL, etc. Parce que l'identité au présent a souvent le désir de supprimer ce système de protection. Il y a cette personne et je suis ivre de jalousie et je me fais faire des trucs dans lesquels je ne me reconnais pas et puis après tout le monde m'en veut en plus. Donc je veux plus ce système, je veux plus ce truc, je ne sais même pas que c'est un système de protection, je veux que ça s'arrête, je veux que ça dégage de moi. Donc généralement le point de départ sur ce type de problématique, le point de départ en séance avec une détermination d'objectif, bien, c'est le désir de suppression du système de protection. Clair ? Ok ? Si ça fait débat, on en discute après. Le cours, évidemment, c'est ouvert à la discussion. Mais le risque, si on va dans ce sens-là, c'est que toute la détermination d'objectifs soit structurée autour d'un système de protection vécu comme une problématique. Deux exemples de demandes. Une demande où on voudrait purement et simplement supprimer un système de protection, ce serait « je veux ne plus avoir de jalousie. J'ai de la jalousie, j'en veux plus. Je veux l'enlever. » Voilà. Et bien là, on voit bien, il y a une demande de suppression d'un système de protection dans le cadre de ce modèle, néanmoins. Par suppression, c'est assez facile à distinguer, mais plus retors encore, par addition, on pourrait dire « je veux avoir plus de confiance en moi ». Alors regardez, parce que celle-là, elle est quand même fine. « Je veux avoir plus de confiance en moi, mais si le manque de confiance en moi, c'est le système de protection, eh bien, en demandant plus de confiance en moi, je suis en train de demander de supprimer le système de protection. Et tout ça, ça nous renvoie à tout le travail extrêmement subtil de Stephen Wolinski, notamment le travail avec le false score et sa manifestation de protection, le faux self, et toutes les chaînes associatives qui sont une répétition de cette dynamique false score, false self, au fur et à mesure de la construction de l'identité. Tu valides, Antoine? Je n'étais pas sûr quand j'ai lancé la phrase. Enfin, dernière perspective en accompagnement, eh bien, nous pourrions peut-être avoir avec ce modèle une résolution d'un paradoxe, voire même d'un débat fratricide, entre les tenants de l'expulsion des parts et les tenants de l'écologie et de l'intégration de toutes les parts. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce débat, je vous explique brièvement. Dans les milieux qui s'intéressent à tous ces types de notions, donc dans les milieux qui jouent avec les multiplicités et sous-personnalités, thérapie systémique interne, tout l'héritage de la thérapie familiale, les dynamiques intrapsychiques, hypnose régressive, PNL, tout le travail en imagerie, en dialogie, le travail sur les différents stades de développement et les dissociations entre les sous-personnalités qui ne sont pas au même stade de développement et qui ne se comprennent pas quand elles parlent. Tous ces types de techniques-là donnent différents types de courants, dont l'hypnose post-ericksonienne que nous enseignons ici à l'Arche. Et dans cet ensemble de milieux, eh bien, il y a un grand débat sur est-ce que les parts qui ne plaisent pas à la personne de surface, est-ce qu'il faut les supprimer et les éjecter, ou est-ce qu'il ne faut surtout pas le faire? Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas assez de concepts clairs et d'études cliniques sur le sujet. Donc ça fait beaucoup de spéculations. Donc quand les gens sont plutôt dans la discussion, ils disent je sais pas, faut voir, faut essayer, faut tester. Et puis surtout, ce serait peut-être bien de le travailler avec le client pour voir ce qui est le mieux pour lui. Et si vous êtes avec des gens dogmatiques, ils vont vous dire
Je le sais, c'est la sainte écologie obligatoire. Ou alors, mais non, arrête avec tes conneries de psychanalyse, tu dégages la part et après, il n'y a plus de problème. Et là, on voit bien que les gens ne se comprennent pas. Or, avec ce modèle, nous avons peut-être une tentative de résolution de ce paradoxe. Du point de vue du jeu au présent, on pourrait dire que le système de défense, l'accès aux ressources et la réorganisation de tout l'ensemble des composantes temporelles du jeu peuvent être réintégrées dans une écologie. Ça, on pourrait dire ça du point de vue du jeu au présent. Mais du point de vue de l'identité régressée, on l'a montré tout à l'heure, il y a bien besoin de défusionner l'identité régressée et le système de défense. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça ? Et de ce point de vue, eh bien, on pourrait bien dire que du point de vue de cette identité régressée, il y a bien un système de défense à expulser. Expulser où ? Eh bien, pas nécessairement à l'extérieur de l'ensemble des contenus psychiques de l'identité et de la personnalité, mais peut-être dans un espace psychotemporel qui ne soit plus de nature de l'identité régressée. Du point de vue de présent, tout réintégrer. Du point de vue de l'identité régressée, défusionner et cloisonner les espaces. Et je développerai un peu plus cette notion dans le prochain cours. Dans le prochain cours, nous allons voir une extension de ce modèle. C'était une blague en fait, ça aussi. C'est de pire en pire. Dans le prochain cours, nous allons regarder une extension de ce modèle où nous regarderons ce fameux système de défense. Mais d'où vient-il ? Comment se déploie-t-il ? Et tous les paradoxes qui sont présents avec le système de défense. Nous développerons un peu plus la notion de systémique interne, notamment en montrant les différents types de systèmes qu'il peut y avoir entre des sous-personnalités régressées, des parts introjectées et des systèmes de défense, en regardant notamment le modèle de Dick Schwartz, Internal Family System, et quelques autres modèles. Nous regarderons aussi en termes de modèles comment nous pouvons regarder une composition temporelle du jeu cloisonnée en différents stades de développement. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre ami Bernard Fried viendra parler plus en détail de ce point précis fin décembre. Enfin, dans 2 semaines, dans le prochain cours, nous regarderons en termes de techniques d'accompagnement, timeline thérapie héritée de la PNL et du travail de Tad James et Wyatt Wool-Small. Comment fonctionne la notion de timeline thérapie, comment on peut y ramener encore plus de notions de personnification, d'imaginal et de dialogie. Et enfin, nous parlerons en guise de conclusion de l'importance capitale de la futurisation dans l'accompagnement. Et je vous remercie pour votre attention.